Bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous mettre sur la première ligne, on ne mord pas. Du coup, voici le thème de la table ronde suivante. Médias, algorithmes, surprise, est-ce encore possible? Et donc aujourd'hui, pour traiter ce sujet, on va avoir 3 speakers de 3 backgrounds vraiment différents. Et j'ai adoré préparer la table ronde avec vous. En plus, on a bien mis le fil et j'espère que ça va vous plaire. Donc, on va commencer par Béatrice, par ordre alphabétique. Béatrice, tu es CMO chez Scénario, tu as été prof pendant une dizaine d'années à l'INSEC, tu es aussi entrepreneur. Tu me diras s'il manque des trucs. Il en manque, mais il en manque. Okay. Olivier Oradou. Donc, toi, tu as été journaliste pendant 16 ans. Tu as monté l'échelle c'était la Dépêche Group, c'est ça? Et aujourd'hui, tu as la direction de Cyberrock, donc on va en reparler durant le talk. Et la pépite toulousaine Romain Injalbert, donc je pense que vous le connaissez sur les réseaux. Je ne sais pas si vous connaissez son média qui s'appelle Malheur Actuel, donc en référence à un média de droite, qui fait des beaux posts. Je vous invite à regarder sur LinkedIn. Moi, ça me fait rire, ça me fait beaucoup rire. Et tu as d'autres projets. Entre autres, tu as plusieurs médias, un qui s'appelle Usol, et tu fais de la comptabilité, je crois que c'est ça. Non. Maintenant je fais de la com dans un cabinet comptable. Dans un cabinet comptable, pardon, voilà, c'est ça. Donc voici notre panel d'intervenants. Je suis vraiment très content, très honoré de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. On s'était dit que j'allais vous proposer 2 thématiques. La première thématique, c'est donc on va essayer ici de défendre le thème de la sérendipité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est optimisé pour la répétition. On se fait laver le cerveau en gros. Et est-ce qu'on peut encore attendre cet inattendu dans les médias? Donc avec vos backgrounds respectifs, on va essayer de traiter ce sujet-là. Pour celles et ceux qui produisent et consomment, voilà, est-ce que c'est possible? Et le deuxième, c'est quels sont les processus de créativité qui sont employés pour créer ce décalage. Donc, il y en a qui utilisent l'humour, d'autres, on va parler plutôt de comme corporate, mais on va utiliser ton background en tant que prof, et on va utiliser aussi ton expertise sur la cyber et le journalisme. Ça vous va pour le programme? Let's go. Alors, on avait pensé commencer par définir ce que c'était, Béatrice, l'importance de définir ce que c'est la sérendipité pour toi. Donc, on a déjà donné quelques notions. Est-ce que tu pourrais nous rafraîchir la mémoire et nous dire, à travers le prisme média, qu'est-ce que c'est la sérendipité? Alors, avant d'avoir un prisme média, un prisme un peu généraliste, c'est-à-dire que dans les définitions qu'on a eues, on a beaucoup parlé de surprise, on a parlé d'inattendu, et en fait, il manque une dimension fondamentale de la sérendipité qui est d'être prêt à le recevoir. Moi, demain, on me présente des chiffres ou des données du cosmos, comme on en parlait tout à l'heure. Je ne sais pas quoi en faire, honnêtement. Donc, je vais me tourner vers ceux qui savent et qui, eux, vont dire « Ah non, mais c'est une mine d'informations, c'est une opportunité géniale. » Et inversement, une découverte scientifique où on peut se dire « Ah bah tiens, il y a des données à exploiter, on va pouvoir raconter quelque chose pour sensibiliser. Je saurais peut-être quoi en faire. » Donc, cette notion d'être prêt à recevoir, et l'histoire de l'innovation, elle montre ça, c'est qu'il nous arrive plein de choses surprises, mais aussi la capacité à le travailler. Et ce qui est intéressant quand ça arrive dans les médias, c'est comment on le travaille et en vue de quel objectif pour obtenir un résultat. Sinon, il n'y a pas de résultat, c'est effectivement juste un facteur conceptuel de la chance, mais sur lequel il ne se passe rien ensuite. Est-ce que Romain, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Tu nous parlais, tu as fait limite une critique sur ce que c'était la sérendipité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur cette opinion-là? Mais quand on a échangé la semaine dernière pour préparer la table ronde avec Olivier et Béatrice, on s'est dit que en fait, la sérendipité, c'était possible grâce à 3 choses. Donc la capacité d'analyse, l'esprit critique et la curiosité. Et moi, le thème qui m'est cher, c'est la curiosité. C'est un thème qui a été abordé juste avant par la demoiselle qui était invitée et qui a utilisé justement une expression que je m'étais notée à 13h en venant, c'est « Quel est le con qui a inventé l'expression « La curiosité est un vilain défaut ?» Parce que vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Et moi, c'est en fait quasiment là-dessus que j'ai basé toute ma préparation pour cette table ronde. Parce que je pense que la curiosité, c'est quelque chose qui est indispensable et surtout sur laquelle on a tous un rôle à jouer. Et quand je dis tous, c'est le consommateur et le producteur.
de contenu, le média, l'influenceur, le créateur, enfin, le leader d'opinion. Et il n'y a pas longtemps, on a eu droit à une super finale de Roland-Garros. Et on s'est tous dit, la finale, elle a été belle parce qu'il y avait 2 beaux joueurs. Et moi, je pense que pour réussir à faire de la belle curiosité, il faut qu'il y ait 2 beaux joueurs. Donc d'un côté, il y a les médias, de l'autre côté, il y a nous, en tant que consommateurs. Et je pense que les deux ont un rôle à jouer. Donc je pourrais préciser un petit peu mon propos, mais peut-être je peux laisser Olivier rebondir, parce que justement, parmi les possibilités qu'on a, nous, en tant que consommateurs, pour réussir à avoir cette sérendipité, il y a le fait qu'on peut éduquer les algorithmes. Et la semaine dernière, quand on en a parlé avec Olivier, il n'était pas tout à fait d'accord. Donc je vais peut-être le laisser direct lui donner son avis sur le sujet. Merci pour l'invitation, merci pour la balle que je saisis au bon. Effectivement, moi j'ai cette spécificité d'avoir travaillé pendant presque 17 ans comme journaliste et ensuite dans une structure qui travaillait sur l'utilisation de la donnée de l'IA en confiance dans un cadre éthique et souverain, et aujourd'hui dans la cybersécurité. Donc je suis un peu le mélange de tout ça. Et pour moi, la sérendipité, si je le prends sur le thème, puisqu'on parle des médias là aujourd'hui, en fait, je poserais bien en effet ce que nous impose aujourd'hui, comment les algorithmes, quel que soit le support qu'on va utiliser, une plateforme, un réseau social ou un média en ligne, et souvent l'algorithme va façonner et en fait ne laissera pas de place à l'inattendu, à la surprise. Là où un média traditionnel, vous prenez par exemple le vieux journal papier, qui a été tant décrié et qui est de moins en moins utilisé, ben lui, en fait, il vous propose cette sérendipité parce qu'en tournant les pages, vous allez avoir tout un tas de rubriques qui, sur la homepage du même média, mais sur sa homepage, sur son site web, vous aurez plus cette diversité, donc cette capacité à être surpris, à découvrir quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Pour moi, la sérendipité, je la lirais bien sur ce niveau-là, au niveau du terme, du sujet du jour des médias. Alors c'est là où on avait un premier point de désaccord, c'est qu'en fait, notamment les contenus numériques, algorithmiques et numériques, en fait, ils fonctionnent sur 2 choses. Une qui est l'endorphine répétée et générer des contenus en fait, qui viennent satisfaire nos émotions, nos sensations et sur un mode addictif. Enfin, je sais pas, on va peut-être pas faire de tests, mais les contenus qu'on regarde le plus, c'est ceux qui vont, générer l'excitation d'une recette de cuisine, d'un dernier cookie à la mode ou autre type d'excitation en fonction de toutes sortes de paramètres. Mais en fait, on est sur cette logique-là, sur des contenus sur lesquels, par effet mécanique et de répétition, on va avoir envie de revenir. Et en fait, c'est pas tant l'inattendu que le fait de remettre des pièces dans la machine constamment qui viennent nourrir ça. Mais le point on éduque son fil et les comptes que l'on suit, il est aussi tout important dans le côté surprise. C'est-à-dire que je vous invite à faire un petit exercice ce soir quand vous rentrez, sans passer trop de temps à scroller, mais faire un petit exercice, c'est d'aller sur vos réseaux sociaux et d'aller vous abonner à des comptes qui sont à l'opposé de votre opinion sur un sujet. Si possible un peu polémique, c'est un peu drôle, politique ou sociétal, et de vous abonner à 3-4 comptes complètement opposés aux vôtres, et de voir comment votre fil évolue, et ce que ça génère en fait chez vous. Probablement de l'énervement, de l'agacement, très peu probablement de la conviction, mais au moins un espèce d'éveil par rapport au contenu qu'on voit. Et donc dans cette surprise qui peut arriver, il peut y avoir aussi des arguments qui viennent vous conforter ou au contraire vous mettre en position de réponse. Et c'est là où arrive l'inattendu, en fait, c'est quand on commence à utiliser ces algorithmes, non pas pour les influencer, on serait bien prétentieux de le faire, mais en tout cas pour jouer avec et laisser encore la surprise arriver. Avec un petit bémol, alors on va pas faire que du ping-pong. Allez-y, faites sans moi. Non, avec un petit bémol, c'est que en effet, tu as raison, mais pour ça, il faut que les gens soient en capacité de, comme tu dis, d'aller chercher, en fait, c'est pas l'algorithme qui a poussé autre chose, c'est que tu as dit, vous allez vous abonner à d'autres comptes qui vont vous opposer peut-être à vos idées, qui vont vous pousser d'autres choses. Oui, tu as raison, mais encore faut-il que les gens aient cette capacité-là. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il faut aussi une certaine éducation au fonctionnement de ces plateformes, même pas des algorithmes, tout simplement de ces plateformes, etc. Avoir la curiosité pour le faire, et si on ne l'a pas, pour le coup, on reste enfermé dans les premiers trucs qu'on a vus, dans ce qui vous est comment l'algorithme vous définit, et il va rester là-dedans, il va vous enfermer là-dedans. Et je ne parle même pas d'algorithmes comme celui de X, ex-Twitter, qui, depuis le rachat par Elon Musk, a été complètement refaçonné pour pousser de façon, j'allais dire sciemment, de façon intentionnée, merci,
des contenus très, on pourrait dire, populistes, extrêmes, etc. Voilà, c'était le petit bémol. Avec tout un ensemble de contributeurs qui ont refusé de jouer le jeu, donc qui ont donné à l'algorithme, en fait, qui les ont nourris de manière... Enfin, bon, ouais. Alors là, on est en train de dresser le diagnostic de pourquoi les médias deviennent en fait, pas médiocre, j'allais dire un gros mot, c'est médiocre. Et en fait, les médias sont en train de lisser petit à petit, lisser nos pensées, lisser notre esprit critique, dont tu parlais. Donc, on parlait de curiosité, on parlait de défaire, donc là, on était déjà allé dans la solution, mais on va y revenir sur les méthodes dont on peut s'émanciper et créer de la surprise dans les médias. Il y avait un autre facteur dans le diagnostic, et sur ce qui était important, c'était cultiver le doute. Voilà, c'était important, je pense, de commencer par cette table ronde par quelques mots-clés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et tu avais notamment évoqué le cas de Pravda. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte? Et c'est quoi le doute dans ce contexte-là des médias? Oui, le doute c'est important et c'est là aussi où moi je fais le lien avec mon job aujourd'hui. Donc, je suis directeur de l'agence régionale de cybersécurité, donc je traite tous ces enjeux-là. Et le doute en cybersécurité, le doute dans le numérique, il est essentiel évidemment pour pas se faire arnaquer, on va le dire comme ça. Et le doute dans le côté informationnel, il est aussi important. Qu'on soit du côté journaliste ou qu'on soit du côté lecteur ou auditeur ou téléspectateur, on va dire consommateur d'informations, c'est pas un gros mot, il faut douter. C'est-à-dire que quand on vous amène une information, il faut dire est-ce qu'elle est vraie, quelle est la source, est-ce qu'elle est fiable? La question, en fait, c'est la fiabilité derrière. Et la cyber, ça sert aussi à fiabiliser et à sécuriser. C'est là où on peut faire le lien. Effectivement, j'avais évoqué, je ne sais plus comment on y était venu, mais ce sujet de Pravda. Alors, pour les plus anciens, il y en a quelques-uns. La Pravda, ça va parler cet organe officiel du Parti communiste russe il y a de nombreuses années. Mais aujourd'hui, depuis 2022, il y a un réseau d'information qui s'est constitué en Russie dès à la suite du début de la guerre en Ukraine pour aller sur de la désinformation. Et en fait, ce réseau, il est très puissant. Il y a deux enquêtes américaines deux enquêtes faites aux États-Unis qui ont démontré que les grands chatbots d'IA génératifs, que ce soit tous ceux qu'on connaît, hein, ChatGPT, Gemini, Grok, etc., se sont tous fait intoxiquer dans des proportions, je crois que la moyenne, c'était 33% d'intoxication par des fausses informations produites agrégées en fait, par ce réseau Pravda. Le fonctionnement, c'est ça. C'est pas eux qui produisent, ils produisent pas directement. Ils vont agréger du contenu produit par des réseaux d'influence russes, qui peuvent être étatiques gouvernementaux ou plus diffus, ou des spécialistes, etc. Au total, c'est en 2024 3,6 millions d'articles produits sur le net. Et ils ont travaillé énormément ce qu'on appelle le GEO, c'est-à-dire en fait c'est le SEO, donc le référencement, mais pour les LLM, les Large Language Models, c'est-à-dire ceux qui font le principe de fonctionnement de ChatGPT et consorts. Et en fait, les deux associés, ça fait que sur des questions comme par exemple, alors ça a été corrigé depuis, mais ça date de début, c'était fin 2024, début 2025, quand l'enquête a été faite, sur une question qui est est-ce qu'il est vrai que Zelensky, le président ukrainien, a interdit Truth Social, excusez-moi l'accent, le réseau social de Trump en Ukraine parce qu'il aurait dit du mal de lui. Dans 33% des cas, la réponse était oui, parce qu'en fait, ils allaient se baser sur des sources d'informations issues de ce réseau Pravda. Mais en plus, c'est hyper insidieux, c'est-à-dire que le corps est généralement semblant, c'est OK, et en fait, ce sont des twists dans certaines informations, enfin, qui sont clés pourtant, hein, des chiffres, des... En fait, toute la question, c'est quelle base de données, quelle base d'informations, sur quoi on se base pour aller vous donner une réponse. Quand vous lisez un média traditionnel connu, vous pouvez connaître les médias, quoi. La neutralité, ça existe, l'objectivité un peu moins. Donc les médias ont forcément des orientations politiques qui sont connues. Quand vous êtes sur CLLM, les sources, de plus en plus, on arrive maintenant à connaître les sources, ce qui n'était pas le cas au début, ils les citent. Mais à certaines, vous ne savez pas forcément ce qu'il en est. Et quelque chose qui peut paraître officiel ne l'est pas forcément et peut être totalement orienté. Et donc c'est bien là où le fait de douter, c'est important. Notamment en sachant qu'il y a des acteurs qui sont, de façon tout à fait consciente, en train d'essayer d'intoxiquer ces sources d'informations-là. Très clair. Sur ce changement d'échelle, où en fait, on avait parlé de cela, Béatrice, on est passé du constat qu'on est passé d'une gazette pour tous, tu vois, le fait de la rareté informationnelle, où on va chercher l'information, on connaît la source, on connaît l'émetteur, on connaît le médium, et on est passé aujourd'hui à des vidéos, à une saturation. On parlait d'Hugo Décrypte qui fait des millions de vues, je ne sais pas si c'est des milliards maintenant, j'en sais rien.
Ça change quoi dans notre manière d'appréhender l'inattendu, de se dire en fait finalement on n'a pas de... Enfin, qu'est-ce qui nous reste de l'inattendu dans ces nouveaux médias-là? Alors, ça dépend si on se place d'un point de vue pardon. Je crois que c'était bon. C'est bon. Ouais. De l'internaute en tant que consommateur ou de contenu ou en tant que créateur de contenu. Quand on reprend un peu l'histoire des médias, on était dans une logique très d'autorité, c'est-à-dire que les médias faisaient autorité dans le traitement de l'information. Ils arrivaient avec un biais, une analyse, un temps de l'analyse, présentant une opinion biaisée ou pas, mais qui avait en tout cas le mérite de ce temps proposé. On est passé, alors subrepticement ou pas, en tout cas à une accélération de la possibilité d'être à la fois consommateur de contenu et créateur de contenu, qui arrive aujourd'hui à ce que probablement le temps passé sur les plateformes soit plus du temps de création et d'ego trip que du temps d'analyse et de réflexion. Alors, est-ce que c'est ça qui contribue à la médiocratie? Je ne sais pas, mais en tout cas, qui vient mettre à égalité complètement tous les types de contenus. On peut, dans une même séquence, regarder une tribune politique, une recette de cuisine, un extrait de film, et pourquoi pas la vidéo du copain qui revient de vacances. Et donc, dans cette appréciation de la qualité, en fait, on n'arrive plus à nuancer ce qu'il est. Et on a aussi en attente de raccourcis en fait, dans tout un ensemble de sujets, en se disant que parce qu'on a vu une vidéo de 45 secondes, ou allez, si c'est Hugo Décrypte d'1h30, on est devenu expert du sujet. Vous avez tous vu, hein, on est tous devenus des experts des règles du ping-pong au JO de l'année dernière. Probablement qu'on est tous spécialistes du nucléaire iranien en ce moment, comme on était des spécialistes du vaccin il y a 4 ans. Et en fait, c'est là où peut-être... par cet effet de perception de parce qu'on a vu des contenus, on est devenu des experts, on ne questionne plus ou on n'est plus en état de recevoir des contenus qui sont à forte valeur ajoutée. Yes. C'est le problème de hiérarchisation en fait. Du coup, pour rebondir là-dessus et clôturer sur le diagnostic de ce que sont les médias aujourd'hui, les algorithmes, Romain, ce qui était intéressant dans un post que tu as rédigé récemment, tu as fait un triple constat nietzschéen, on va dire, parce que tu annonces la mort, en fait, des IA. Enfin, en tout cas, avec la venue des IA, tu annonces la mort des médias. Tu dis qu'il y a la mort de l'originalité, la mort de la confiance, la mort de l'esprit critique. Du coup, ton métier, en termes de création, c'est d'être original, on va faire le pont là-dessus. Est-ce que tu peux revenir sur ce constat-là et nous indiquer c'est quoi, toi, aujourd'hui, tes issues par rapport à ce que disaient Olivier et Béatrice sur... Là, je vais corriger un petit peu. C'est pas moi qui fais ce constat. Je l'ai repris dans les sources. Ouais, dans une vidéo que j'avais vue qui parlait, qui était une fiction, qui se projetait sur le futur de l'humanité avec l'IA générale, en l'occurrence. C'est une vidéo qui était inspirée par l'usine à trombone, qui est une vidéo qui a cartonné récemment sur l'IA. Moi, mon taf, j'ai plusieurs casquettes moi aussi, mais mon taf avec Malheur Actuel et mon taf avec mes créations, mes contenus que je produis sur les réseaux, c'est de faire de la pédagogie. De faire la pédagogie et de parler du sujet qui m'intéresse, sur lesquels j'ai envie de prendre la parole et de sensibiliser, ou en tout cas de donner une opinion, un avis un peu différent, peu importe. Et donc mon taf, ça va être de trouver le bon équilibre entre réussir à accrocher le regard des gens, puis faire du contenu qui est dense, qui est long. Ça c'est un de mes combats, je pense, c'est faire des contenus longs. Je pense que le snack content est une des raisons justement qui nous pousse à moins réfléchir. C'est qu'en fait, aujourd'hui, si j'écoutais entre guillemets mes abonnés et si on écoutait avec Malheur Actuel ce que les gens veulent, on ferait des contenus très courts parce que les gens n'ont pas envie de passer 2 minutes sur un contenu. Moi, j'ai vraiment à cœur de faire en sorte d'amener du contenu long parce que je ne veux pas céder à cette facilité-là. Et je pense justement que c'est une des erreurs qu'ont fait les médias récemment sur le sujet, c'est de céder à la facilité. Pourquoi? Parce que déjà, je pense qu'aujourd'hui, comme le disait Béatrice, quand on se connecte à un réseau social, les médias sont en concurrence avec tout type de créateurs de contenu. Et du coup, ils sont obligés d'essayer de sortir du lot. Ils doivent aussi répondre aux règles des réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme règle qui a, je pense, eu des conséquences délétères sur l'information? C'est par exemple quand on est sur Facebook, Facebook va pénaliser les liens externes. C'est-à-dire qu'un média, quand il veut poster un article, il ne peut pas poster le lien dans le corps du post parce que ça va pénaliser son reach. Et en plus, récemment, typiquement, Facebook, Twitter ont
fait en sorte que la taille des miniatures soit réduite sur les réseaux, dans les d'actualité. Et ça a un impact qui est quand même significatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu postes un article, la Dépêche poste un article, juste un lien, il va y avoir ça dans son fil. Et donc les gens vont scroller, vont même pas voir les trucs. Donc ce que font les médias aujourd'hui, c'est qu'ils vont poster une image avec un titre, et ils vont mettre le lien de l'article en commentaire. Et ça, c'est très grave, parce que du coup, ce que vont faire les gens, moi le premier, c'est que je vais regarder l'image, je vais regarder le titre, et je ne vais pas aller plus loin. Et ça, c'est problématique, parce que du coup, ça peut créer de la désinformation. Et la plupart des médias le font. Alors, je vais être large, la Dépêche le fait, par exemple, mais c'est également le cas du Monde, l'ADN, le cas du Figaro, qui est très fort là-dessus. Ils vont juste sur une image et une citation réussir à générer une émotion. Et parfois, à biaiser l'opinion des gens sur pas grand-chose. Il y a un exemple très récent, tout à l'heure, quelqu'un a abordé un peu le sujet. La semaine dernière, il y a une étude qui a été faite, en tout cas qui a été publiée sur l'impact de l'IA sur le cerveau. Ouais. Une étude du MIT, ça a été repris en boucle par la plupart des médias qui ont en gros caricaturé en disant « l'IA rend con ». Si littéralement, plusieurs articles ont titré comme ça, quoi. Alors qu'en fait, c'est une étude qui portait sur un échantillon très faible. Ils étaient 8 à la fin de l'échantillon. Ouais. Donc, exactement. Pas de stats. Sauf qu'à l'arrivée, encore ce matin, dans Les Échos, qui était un grand quotidien français, on avait un carrousel de 15 pages qui expliquait que l'IA rendait con. Et donc, les médias ont une responsabilité, et moi, en tant que créateur de contenu, je fais en sorte de lutter contre ça en proposant, du coup, des visuels qui sont accrocheurs, mais en proposant des contenus longs et, j'espère, intelligents. Et c'est ça, donc, pour ton format, c'est des carousels de mèmes qui viennent piquer, faire avoir un rictus ou juste être un peu déçu, ou des fois, j'en sais rien. Enfin, et derrière, tu te dis, je vais accrocher avec un format long pour informer. Je rebondis, ensuite, on refait la bascule. Ok, donc LinkedIn, c'est devenu un gros filet d'eau chaude, hein, eau tiède, quoi, plutôt. C'est un ego trip. C'est un ego trip. On va arrêter là-dessus. Et du coup, ouais, c'est ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu y restes, toi? Pourquoi tu en fais un combat, alors qu'en fait, c'est le lieu des égos surdimensionnés? Pourquoi tu vas dans une plateforme où, en fait, on pourrait aller sur Blue Sky, où j'en ai aucune idée, enfin, je ne fais pas de pub. Et pourquoi ce combat-là? Ça rime à quoi? C'est pas vraiment un combat quand même. J'ai d'autres combats comme l'écologie qui sont bien plus importants. Ouais. Mais il y a trois quand même avantages à LinkedIn. Le premier, c'est que c'est un safe space. Un safe space, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un endroit comme Twitter où il y a beaucoup de trolls, beaucoup de haters. On peut prendre la parole sans se faire insulter. Et c'est quand même assez important. Okay. Deuxième point qui est quand même intéressant en termes intellectuels, c'est que c'est quand même génial de faire de la veille sur plein de sujets, donc le business, mais également tout ce qui est justement environnement, écologie ou innovation. Et troisième point qui est quand même cool aussi, c'est qu'en termes de cible, on est quand même sur des choses qui sont intéressantes sur un plan business, et on est quand même du coup sur quelque chose qui à la base fait de LinkedIn une plateforme qui est intéressante. Après, du coup, c'est le royaume du conformisme, et en fait, c'est assez facile de sortir du lot en faisant un petit pas de côté, en proposant quelque chose de différent, une voix un peu dissonante, pour pouvoir se faire remarquer et parler de sujets importants. C'est typiquement ce trait d'humour-là et cette marque-là qu'on cherche. Donc on en avait parlé avec Béatrice, on arrive, on fait le balancier. On parlait des marques qui étaient devenues frileuses pour faire ce pas de côté-là. Tu avais donné l'exemple de Jaguar ou d'autres. Qu'est-ce qu'on risque quand on est une marque? Puis en plus, toi, tu bosses chez Scénario, donc tu vois l'impact que ça a chez les passants. Vous avez des milliers d'écrans connectés. Qu'est-ce qu'on risque si on essaie de surprendre le passant? Qu'est-ce qu'on risque en tant que marque, en tant qu'entreprise, en tant qu'individu même? Tu vois, là, on est romain. Le premier risque réputationnel, il est d'un rejet massif et donc avec des raccourcis, pour les raisons qu'on a vues, des raccourcis d'association sur telle marque et, alors vous poursuivez au choix, raciste, anti-écolo, enfin on peut aller très très loin dans le détail avec un impact, et c'est ça qui fait la différence, un impact business mesurable. Enfin, les exemples de mauvaise réputation sont nombreux et ça aboutit effectivement à une frilosité des annonceurs qui se disent on va valider par le légal, valider par un test conso, et puis alors avant de lancer le moindre truc, on va mettre en tout petit la mention, et puis on va surtout bien rester dans notre cadre en essayant de ne pas trop se faire engueuler.
la raison de ça, c'est que souvent, les marques ont un peu peur de leur ombre ou peur de certains combats ou d'assumer leur posture, d'ailleurs, assumer qui elles sont. L'exemple de Jaguar, il est intéressant, en fait. C'est qui les clients de Jaguar ? C'est qui ? C'est des gens qui sont peut-être donc amateurs de voitures, plutôt dans un classicisme, dans une histoire. Ils s'intègrent dans l'histoire du sport automobile, qui n'est pas un sport à la portée de tout le monde. Et tout d'un coup, ils sont arrivés avec un refonte de plateforme et d'identité qui était, c'est la Fashion Week à Beaubourg, avec un truc qui n'a rien à voir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est pas en soi que c'était moche ou débile. Une autre marque l'aurait fait, ça aurait été très bien. Sauf que c'était complètement déconnecté avec qui ils étaient et la posture le conservatisme, d'une certaine façon, qu'ils portaient. Donc, en fait, c'est qui on est et qui l'endosse pour pouvoir le dire. Mais on avait évoqué le cas de Disney. Qui est un cas qui pour moi, c'est vraiment l'effet Disney qui est hyper intéressant. Disney a engagé autour des années 2020-2021 un mouvement qui voulait beaucoup plus inclusif en fait dans la manière dont étaient représentées différentes catégories de la population dans les histoires de Disney, partant du principe qu'on venait d'une représentation complètement stéréotypée des genres, des rapports entre les adultes, les enfants, les êtres humains. Et donc, ils ont engagé progressivement une transformation d'un certain nombre de personnages avec un programme qui, je crois, s'appelait Reimagining Tomorrow, qui était une façon de rendre plus inclusif. Et le premier résultat, d'un point de vue narratif, ça a été un conformisme dans les catégories, c'est-à-dire qu'on essayait de faire rentrer dans une même histoire, il fallait cocher toutes les cases. Alors, il fallait qu'il y ait des gays, des représentations de ceci, de cela. Enfin, on avait fait toutes des catégories qui sont presque, d'ailleurs, insultantes pour les personnes considérées, mais enfin bon, en tout cas de les remontrer dans l'histoire et d'aboutir finalement à des histoires totalement plates. Parce que l'objectif, c'était plus de raconter une histoire, c'était de cocher des cases par rapport à des stéréotypes. Que croyez-vous qu'il arriva ? Ça plane, ça... J'en sais rien. Non, Disney, c'est une grosse machine quand même. J'en ai aucune idée. Premier effet, en fait, il y a eu d'abord un buzz, alors un peu des mouvements, on va dire, ultra-conservateurs, et les Américains savent très très bien faire ça, avec des standings devant les réunions des actionnaires de Disney. Et au début, on a dit c'est les extrémistes ultra-conservateurs, on ne les écoute pas. Et puis le mouvement a fait par capillarité et a amené à ce que fin 2023, la capitalisation boursière de Disney est chutée de 40% par rapport à celle qu'elle était 2 ans avant. Et là, les gars se sont dit, ah ben mince, d'un point de vue business, ça commence à déconner, là, ces histoires, oulala. On a commencé à interroger les consommateurs de Disney, les premiers concernés, qui ont dit, mais nous, on ne met pas nos enfants en fait, dans des univers Disney pour être militants. C'est très bien, ces objectifs, etc. Mais nous, on veut coller les gosses devant des dessins animés et plus se poser de questions. Donc, c'est pas la mission de Disney. Et donc, ils sont en train de faire machine arrière, de revenir à ce qu'ils savent le mieux faire, c'est raconter des histoires en essayant d'amener ces changements de manière moins virulente. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une autre marque, peut-être une marque de mode, une marque née de manière plus alternative, aurait porté ces combats-là. Elle était dans sa logique, dans son ADN. Mais Disney, c'est le monde de l'enfance qui est venu se percuter avec des combats d'adultes et qui a fait qu'à un moment, on était hors sol pour la base et l'univers qui était celui de Disney. Et donc ça invite... alors ils ont pris des risques, super, mais ils ont pris des risques totalement déconnectés de qui ils sont et c'est sauter en chute libre sans parachute et sans aucune assurance. Il ne faut pas en tirer de là qu'il ne faut pas prendre de risques ni assumer ses convictions. Il faut en tirer qu'il faut le faire avec qui on est, comment on est, et peut-être avec l'idée de le faire au bon moment. Et là, le bon moment, il a été pour... la prise de conscience de ça et l'arrivée de Trump au pouvoir. Bon, c'était indépité pour d'autres. Mais voilà, le cas Disney, il est intéressant par rapport à ces réactions de marque. Ok, très clair. Sur peser, être cohérent, avoir une ligne, c'était très intéressant. Olivier, toi, sur la partie cybersécurité, alors moi, je suis le moins bien câblé de la table pour parler cybersécurité, je pense, mais tu vas pouvoir nous éclairer. Est-ce que, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin de penser l'inattendu dans la cyber. C'est-à-dire, en gros, se mettre dans les pompes des autres et dire, lui, il va tenter ça, ou il va essayer cela. Comment est-ce qu'on gère l'inattendu dans la cyber, dans le monde de la cyber ? Parle-moi comme si j'étais un moldu de la cybersécurité, s'il te plaît. Et avec pédagogie. On va essayer. Non, effectivement, l'inattendu, en fait, la cybersécurité,
Inattendu, il y est sur 2 axes. Quand il y a quelque chose d'inattendu qui se passe dans votre système d'information, votre système informatique, tu reçois un mail bizarre, tu as ton ordi qui fait un truc bizarre, c'est inattendu, c'est qu'il y a un problème potentiel. Et là, il faut douter. On revient sur la question du doute. Je vous prends un exemple très concret. Ce matin, j'ai reçu un mail sur l'adresse du boulot me demandant de payer une facture qui n'avait pas été payée. D'habitude, on paye nos factures, il n'y a pas de souci de trésorerie, mais ça peut arriver que ça rate. Sauf que c'était un truc de chargé de recouvrement, c'était pas la boîte avec qui on devait la facture, c'était même pas bien identifié. Et pour que j'en sache plus, il fallait que je clique sur le lien pour ouvrir la pièce jointe. Mais je l'ai pas fait. Et je l'ai envoyé à nos analystes alors on a un bac à sable qui permet d'ouvrir son problème. En fait, c'était bien une bonne facture d'un fournisseur, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, l'inattendu en cybersécurité, ça doit provoquer du doute, parce que c'est la façon de se protéger. Mais c'est aussi l'inattendu en cybersécurité. Quand on travaille dans la cybersécurité, les prestataires de cyber, ceux qui développent des solutions, eux, ils doivent penser à toutes les solutions non prévues qui pourraient se produire, qui pourraient être des façons d'attaquer, des façons de pénétrer un système pour justement dresser les meilleures défenses possibles. C'est ça le lien entre inattendu et Est-ce qu'il y a des métriques cyber. Chez vous, dans le cyber, où on peut mesurer l'inattendu? Comment concrètement une entreprise ou un individu peut mesurer ces risques-là? C'est de se dire à quel point je suis vulnérable. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des métriques là-dessus? Alors, il y a des outils qui permettent justement de filtrer, de voir tout ce qui se passe, et avec des IA, on revient sur le sujet de l'IA, qui permettent de définir, de dire attention, là on est sur quelque chose de pas normal. Ça peut être des choses très simples. Par exemple, vous êtes dans une boîte qui, les horaires de fonctionnement, c'est, je sais pas, 9h, 18h. Et on se rend compte que l'ordinateur de Bertrand, il s'est connecté, ça fait 2 jours qu'il se connecte, ou même le premier jour, il se connecte à 6h du matin. Et il essaie d'accéder à un fichier en plus où normalement un dossier, il n'a pas le droit. C'est un peu inattendu. Là, du coup, votre système, s'il y a un outil qui a bien été installé dessus, il peut bloquer cet accès-là. Et il va questionner Bertrand ou son chef pour dire est-ce que c'est normal, est-ce qu'il faut lui libérer l'accès ou pas. C'est quoi les grands chiffres aujourd'hui de cyberattaques, du coup, à propos, on va refaire le lien avec les médias et les algorithmes. C'est quoi les grands chiffres qu'on doit retenir aujourd'hui? Alors, plus que des grands chiffres, il y a un sujet à retenir, c'est qu'en fait, vous êtes tous des cibles. En termes de cyber, il n'y a plus, c'est pas juste, oui, c'est la grande entreprise, c'est Airbus qui est la cible des Chinois parce qu'ils veulent copier les avions, c'est l'hôpital seulement qui est la cible des hackers, des cyberpirates qui veulent tout bloquer pour avoir une rançon derrière. En fait, vous êtes tous des cibles sauf si vous vivez sans Internet, peut-être au fin fond de la Lozère, et j'ai rien contre la Lozère. Mais en fait, à partir du moment où vous avez une activité qui vous amène à être connecté, vous êtes une cible, parce qu'aujourd'hui, c'est comme la pêche au chalut. Les cyberpirates, les cybercriminels, en fait, ils ont des très très grands filets qui ramassent tout ce qui traîne, qui est une possibilité d'accès sur le net. Et donc, ça leur permet derrière de développer, notamment en s'appuyant sur des IA génératives, des capacités d'attaque démultipliées, d'aller essayer de pénétrer, et puis, au besoin, soit de bloquer le fonctionnement de votre site internet, soit d'essayer de pirater votre système mail pour pouvoir voir ce qui passe et puis se faire passer pour un prestataire pour se faire payer sur un autre RIB que le prestataire qui devait recevoir l'argent, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est pas tant en termes de, je pourrais vous sortir des chiffres, mais c'est plutôt de retenir que vous êtes tous des cibles et que du coup, il y a des solutions d'hygiène numérique de base qu'il faut essayer d'appliquer sur les mots de passe, des gestionnaires de mots de passe. On se les fait là, tranquille, posément. C'est quoi l'hygiène de base, juste que je puisse repartir à quelque chose d'utile? C'est utiliser un gestionnaire de mots de passe. Qui ici utilise un gestionnaire de mots de passe? Ah, c'est pas mal quand même. Pas mal. Après, il y a beaucoup de boîtes de l'IoT Valley, non? C'est bien. Okay. Mais parce que sinon, les autres, ça veut dire que vous avez une super bonne mémoire pour retenir des mots de passe à 16 chiffres pour toutes les solutions et un mot de passe différent pour toutes les solutions que vous utilisez. Donc, c'est gestionnaire de mots de passe. C'est faire des sauvegardes régulières, sauvegarder vos données et pas dans le même ordi qui est celui que vous utilisez au quotidien, évidemment, sur un disque dur externe ou dans le cloud, un espace sécurisé. C'est savoir où sont stockées vos données. Et là, on revient aussi sur le sujet de la souveraineté, de l'intelligence économique. Si vos données elles sont sur un cloud américain, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, c'est peut-être Luc Julia, sachez qu'elles sont, vous les donnez à la NSA, vous les donnez, etc. C'est de savoir qui a accès à quoi. Travaillez pas comment on appelle ça, en administrateur, en session administrateur. Faites une session dédiée à votre fonctionnement et laissez la session admin pour les mises à jour. Ouais, ça prend un peu plus de temps quand on va faire les mises à jour. Mais c'est des trucs de base qui vous coûteront rien ou quasi rien et qui pourront vous sauver la vie, parce qu'à partir du moment où vous prendrez un malware, un maliciel en français, ou un cryptolocker, etc., vous êtes dans le caca, pour rester poli, et c'est la vie de votre TPE, PME qui en dépend, en fait.
très clairement. Oui, le pourcentage, alors il y a des chiffres, on voit des fois 30%, des fois 60%, mais on va dire un gros pourcentage des TPE-PME qui se font attaquer avec des ransomware mettent la clé sous la porte au bout de 6 mois. Voilà, tout simplement. Ok, bon, ben merci pour la Je touche. vous ai bien plombé. Moi, la dernière, je l'ai pas fait. J'ai jamais fait admin session, mais ok, je retiens. Il y avait un sujet qui était important sur la question de la sérendipité et de la création et dans nos médias. C'était comment est-ce qu'on peut se faire leurrer, donc du coup, on peut se faire attaquer, etc. Béatrice, tu mentionnais la question du corpus de langage sur lequel les algos sont entraînés. Ouais, tu veux faire quelque chose avant. Et en fait, il y a un truc, douter, pour revenir, douter, dans le numérique, douter, sans tomber dans le complotisme, mais douter de ce qui vous arrive. Pardon. Non, ok, merci pour l'injonction importante. Du coup, sur ces langages, enfin sur ces corpus de langage-là, comment est-ce qu'on pourrait justement créer cette surprise-là? Est-ce qu'on pourrait réentraîner nos machines ou nos fils avec d'autres corpus? Comment est-ce qu'on pourrait se laisser surprendre ou s'informer mieux, en tout cas choisir la bonne source? Tu avais tiré un fil qui me paraissait super intéressant. Est-ce que tu pourrais le reprendre et nous le livrer, s'il te plaît? Alors, à quel endroit on le reprend? C'était sur le corpus de langage. Ouais. Ouais, le point de départ était de dire qu'on est probablement à un moment un peu clé en fait, de ce qui va se passer par la suite, avec une responsabilité qui est les contenus qu'on consomme aujourd'hui dans nos quotidiens avec l'IA. En fait, ils sont entraînés sur des types de données, alors qui sont ce qu'elles sont, dont certaines ont des biais sociétaux, des biais culturels, probablement même, je me tournerai vers mon équipe tech pour leur demander s'il n'y a pas des biais techniques aussi dans la façon dont ils sont présentés, et que c'est au moment où on accélère sur ces usages-là qu'on va peut-être pouvoir corriger à un moment donné ces biais-là et continuer à garder nos capacités de raisonnement et de questionnement par rapport à ces outils-là. Un des biais qui est déjà très très bien installé, c'est que les matières de travail, en fait, les machines, elles se sont entraînées sur de l'anglais principalement. Quand on arrive dans des corpus français, on est sur un scope qui est plus petit. Et donc à un moment où, par exemple, on voudrait développer un esprit critique sur un thème scientifique, un sujet d'étude, on se retrouve avec un corpus de données qui est déjà fortement biaisé. On a fait je vous invite à faire l'exercice sur des sujets un peu irritants, sociétaux, ou des biais culturels, par exemple. On est déjà sur de la matière qui, entre guillemets, est viciée. Et donc, on a une responsabilité, en fait, tout en chacun, dans ce qu'on produit, dans ce qu'on consomme. Dans ce qu'on ingère ce qu'on fait ingérer à la machine aussi, ce que tu dis. C'est comme ce que vous mettez dans votre assiette. En fait, oui, ça prend du temps, c'est une responsabilité, mais c'est aussi consommer de la matière saine, entre guillemets, et la questionner. Toujours cette question du doute, pour améliorer la qualité aussi de ce qu'on consomme et ce qu'on consommera. Ok. Merci d'avoir repris ce fil, c'était beaucoup plus clair que ma question. Et Romain, donc dernière question avant de faire tourner le micro à la salle. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu, nous décrire ton processus créatif, ton pas de côté, pour nous laisser à nous tous la chance de même être influenceurs comme toi sur LinkedIn? Il a dit influenceur. Je te taquine. Non. Vraiment, prendre les médias, en faire un outil, un médium, et avoir vraiment ce poids-là. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment est-ce que tu te poses pour arriver à faire émerger ça? Alors en fait, le processus créatif, il est quand même, il m'est propre, mais je pense qu'il est quand même applicable à plein d'autres gens. Alors déjà, je fais quelque chose qui est un peu anti-IA, c'est-à-dire que je n'utilise aucun outil d'IA générative. En fait, j'ai utilisé ChatGPT au tout début peut-être 3 fois, mais depuis je ne l'utilise plus. J'utilise plus aucun logiciel de génération visuelle. Donc je fais tout sans IA. Alors c'est un combat. Et si M. Julien était là, je pense qu'il dirait que je suis un con. Mais c'est un combat parce que, en fait, moi, vous le voyez, j'ai qu'un muscle, c'est mon cerveau. Et donc, j'ai besoin de le muscler. Et pour le muscler, j'ai besoin de travailler sans me faire aider par quelque chose que je ne maîtrise pas, en plus. Que je n'ai pas envie de... il l'a dit, en fait, c'est un des arguments qui me conforte dans ma manière de faire, c'est qu'il dit, si on utilise ces outils-là, après, on va être bloqué, comme pour le réseau. Et moi, je suis tellement captif des réseaux sociaux
que je ne veux pas la même chose pour les outils d'IA générative. C'est ça, parce que même ces outils d'IA générative-là, ils vont lisser ton poste, pas en faire quelque chose de créatif, il n'y aura pas ta patte, ça va pouvoir peut-être t'aider, mais bon, du coup, tu as dit ciao les LLM. Voilà, moi je refuse d'utiliser ces outils-là, donc encore une fois, c'est un choix très personnel. Par contre, je suis très curieux. Donc je lis plein de choses, je vais sur Internet, dans les journaux classiques, à la télé, peu importe, je regarde beaucoup de choses, et je regarde beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. On en parlait. Ça me permet souvent de créer un ingrédient qui est très important dans mes recettes, c'est le sel. En fait, ça génère chez moi une émotion que je vais utiliser pour créer du contenu qui va être souvent salé. Ça veut dire quoi? Ça risque de piquer un petit peu pour le lecteur, quoi. Et c'est vraiment ça qui fait justement le sel de nos créations avec Malheur Actuel, c'est qu'en fait, on va se nourrir un petit peu de ce qui se fait de pire pour essayer de le détourner et d'en faire quelque chose de drôle. Alors parfois c'est de l'humour noir, parfois c'est de l'humour jaune, vert, peu importe, mais on essaie de faire quelque chose de drôle et d'intelligent. On essaye. Et c'est vraiment quelque chose qui me nourrit et ça me permet soit de trouver des idées, des sujets à aborder, soit, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, détourner des formats. Détourner des formats qui sont un petit peu à la mode, on appelle ça du newsjacking quand c'est de la pub. Mais par exemple, il y a quelques semaines, il y avait le stickers. J'ai acheté cette voiture avant que Elon devienne con. Ouais. Voilà. Mais j'avais détourné ça, j'avais fait un truc je me suis inscrit sur LinkedIn avant que ça devienne. Et j'avais détourné le truc. Donc j'essaie de me nourrir de tout ça pour faire quelque chose de différent. Et en fait, ce combat que j'ai avec les IA génératives, parce que c'est un combat que je mène, en fait, ça me rend meilleur. Donc il y a plein de gens qui vont vous dire que l'IA leur permet de faire des meilleurs contenus. Moi, c'est ce combat qui me rend meilleur parce que ça me pousse à mes retranchements. Et en fait, souvent, les idées que j'ai sont débiles. Parce qu'en fait, c'est des idées que l'IA ne pourrait pas avoir de prime abord. L'angle dans lequel je vais les prendre fait que, à l'arrivée, ça marche, ça me fait rire, et par bonheur, ça fait souvent rire les gens, donc c'est cool. Yes. Béa, tu voulais rebondir sur un point? En fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que Romain, tu as pris une ligne, en fait, qui est une ligne complètement iconoclaste, avec justement quelque chose de très spécifique dans ton combat. Tu as choisi l'humour, l'ironie. Évidemment que cette trame-là, elle n'est pas applicable dans tous les domaines, et probablement que l'ironie que tu manies, elle t'est propre avec le pourquoi tu fais ça. Tu fais ça parce que tu es engagé, parce que c'est militant. Et donc peut-être que par rapport à nos questions de médias et de transparence, de s'interroger sur quel est l'intérêt à agir, pourquoi on fait ça, pourquoi les contenus que je reçois, ils sont orientés comme ça. Qu'est-ce qu'on essaye de me faire, à quoi on essaye de me faire adhérer d'une certaine façon. Alors, moi je viens du marketing, très souvent la phrase repoussoir, c'est « oh là là, c'est du marketing, ils essayent de nous arnaquer ». Alors, c'est pas vrai, mais il y a une chose, c'est que quelqu'un qui va essayer de vous pousser une marque de compote ou une marque de fringues, son intérêt à agir, il est d'essayer de vous vendre quelque chose. Pas très sorcier de deviner quoi. Donc, quelque part, il n'y a pas malignité, vous passez votre chemin si vous en voulez pas. En revanche, quand on est sur des sujets sociétaux ou des sujets où c'est plus complexe et où il y a des enjeux politiques, et je pense notamment à ce qui se passe aux États-Unis, où il y a quand même derrière une finalité de vraiment de manipulation des esprits, ou en Russie, mais ça on le sait depuis longtemps, la question de l'intérêt à agir, en fait, elle se pose. Ok. Et je voulais juste rajouter un point que j'oubliais tout à l'heure, c'est que le doute bénéficie en fait à la sérendipité informationnelle, pour être dans le thème. C'est-à-dire que quand vous doutez d'une information, qu'est-ce que vous devez faire? En fait, vous devez essayer de la vérifier, donc aller chercher d'autres sources, et donc cliquer sur des liens, les regarder ailleurs. Et du coup, c'est l'occasion de découvrir une autre information à laquelle on ne s'attendait pas forcément. D'aller chercher le sel. Oui, par exemple. Et voilà, ça c'était pour aussi terminer sur quelque chose de plus positif que mon intervention juste avant, qui est un peu plombante. Mais le doute, c'est bien aussi. Ok, entendu. Écoutez, merci à vous trois. Merci infiniment. On prend 2 questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des micros qui tournent parce qu'il est déjà... Merci. Merci pour ces interventions. Alors, sur LinkedIn, aujourd'hui, on partage des études que finalement personne ne lit.
Quand vous allez sur Google, sur le Google Flux, vous avez des contenus de style News of Marseille qui sont entièrement générés par IA et qui reposent sur du clickbait. Aujourd'hui, sur Instagram, je ne sais pas si vous voyez de plus en plus sur les images, sur les vidéos en commentaire, on a des commentaires du style « Est-ce que c'est généré par IA cette vidéo ?» On commence à tous se poser ce genre de questions. Je pense que d'ici peut-être 3-5 ans, on risque, si rien ne change, d'avoir le web qui va devenir un petit peu une poubelle en termes informationnels. Est-ce que finalement les grands gagnants, ce ne seront pas les médias traditionnels et le contenu long, le contenu de qualité, si on est un petit peu optimiste? Alors, moi, je souscris entièrement à ce constat-là, comme vous l'avez sûrement compris. En fait, il y a un vrai enjeu de société. Il y a un vrai enjeu de société sur ce sujet-là. Malheureusement, les médias traditionnels tombent aussi un petit peu dans la facilité par rapport à l'IA, parce qu'ils commencent à faire appel à ces outils-là. Au-delà des médias, en fait, même, je dirais, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit quelque chose justement par rapport aussi à le doute. En fait, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une interaction au travail avec quelqu'un et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui m'écrit ou est-ce que c'est une tâche automatisée? Et en fait, ça m'a littéralement foutu par terre, parce que je me suis dit, mais en fait, à partir de maintenant, je vais devoir douter de tout. Dans mes interactions sur Internet, dans le travail, et du coup par rapport aux informations. Donc je pense honnêtement qu'on y va tout droit dans ce truc-là, et effectivement c'est à nous d'agir. Donc encore une fois, on a intérêt à agir, et dès maintenant, quoi. Alors pour nuancer un tout petit peu, peut-être que ça deviendra la poubelle, mais ce qui ne va pas changer en fait, c'est le besoin viscéral qu'ont les institutions, les marques, les entreprises et maintenant les individus, de trouver des plateformes d'expression, donc des endroits où communiquer. Alors, l'IA peut générer tout un ensemble de choses, vous aider à générer du contenu, mais à un moment, il va falloir le diffuser, ce contenu, en fait, qu'il apparaisse quelque part. Donc, si demain, on ne l'a plus sur Instagram ou sur LinkedIn, il y aura d'autres supports sur lesquels, en fait, ce même schéma va revenir et sur lequel l'enjeu sera aussi des questions de part de voix de contenu de qualité, mais sur lequel on a besoin. Donc, je pense que le web n'est pas mort encore, hein. Et une dernière question, du coup. Merci à tous pour la conférence. La question, elle reprend quasiment mot pour mot ce que tu viens de préciser, c'est intéressant. Il y a quelques mois, j'étais dans une conférence sur les rencontres de l'esprit critique, et une femme qui tenait une conférence et qui présentait une stat assez intéressante, qui était une étude sur les premiers indices de l'usage de ChatGPT dans les publications scientifiques. Donc on est au niveau au-dessus du média, si je peux me permettre, en termes de profondeur. Et en fait, tout simplement, ils ont analysé des millions d'études scientifiques et ils cherchaient deux termes. Le premier qui est Regenerate Response, qui était le bouton de ChatGPT au départ, qui était en bas des réponses. Et le deuxième, c'est As an AI Language, qui est souvent une des phrases préférées de ChatGPT. Et en fait, au milieu de ces millions d'analyses, jusqu'à 2022, il y avait 0 occurrence de ces données, et 2023-2024, un pic, plus de 700 chaque année, et ça va aller en augmentant. Moi, la question que je voudrais prendre, c'est est-ce que c'est donc la fin du média? Si déjà les publications scientifiques sont pourries par l'IA, est-ce que c'est en vrai la fin définitive des médias qui ont encore moins de vocation à faire du temps long et de la recherche? Je pense qu'en fait, c'est le sujet, ça va être de pouvoir identifier quelles sont les sources et publications en fait, qui seront exemples de ce pourrissement-là. Et c'est là où peut-être qu'on sera obligé de s'appuyer sur des LLM et des IA qui, elles, seront... ça peut être aussi l'occasion pour les pouvoirs publics de s'en saisir, de se dire, OK, il faut qu'on arrive... C'est un enjeu, en fait, démocratique, le sujet de l'information. Et du coup, si on n'arrive pas à avoir une façon de certifier que ces sources d'information-là, ces publications-là, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient médiatiques ou autres, ou même marketing, qu'elles ne sont pas pourries par effectivement du fake informationnel, si on n'arrive pas à le certifier, oui, on est mal barré. Mais je pense qu'on mettra en place, parce qu'il en va en fait de notre survie, des solutions qui s'appuieront peut-être sur l'IA, en effet, pour identifier, séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit. Moi, je ne crois pas que ce soit la fin des médias, peut-être comme on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette ultra-fragmentation, peut-être qu'on va arriver à d'autres reconfigurations. Mais encore une fois, il faut partir de l'insight de départ. C'est quoi le besoin? Pourquoi les médias sont là? Ils servent quoi? Ils répondent à quoi? Ils répondent à un besoin d'expression, à un besoin de combat business ou de combat informationnel, dans certains cas de manipulation, de propagande, de manipulation des foules. Ces besoins-là, ils sont inhérents à l'humanité. Donc, on trouvera des façons d'y répondre. Peut-être pas celles qu'on connaît aujourd'hui, mais on y trouvera. Et moi, pour conclure, du coup, et rebondir sur le sujet,
j'ai envie de dire qu'encore une fois, on a la main sur les choses, nous en tant que consommateurs. Donc si on veut soutenir les médias, on peut très bien les soutenir financièrement. C'est un premier truc, c'est tout con, mais je préfère le dire. Et puis après, c'est à nous de consommer responsable. À nous de consommer responsable et de faire en sorte de sensibiliser les gens autour de nous aussi à ces sujets-là. Donc du coup, la curiosité, le doute, hyper important, l'esprit critique. Voilà, c'est hyper important, c'est à nous, on a un rôle à jouer. Les réseaux sociaux ont un rôle prépondérant dans nos vies, c'est vrai. Mais malgré tout, on a encore un petit pouvoir et il faut en profiter. Lisez Malheurs Actuels, c'est ça le... La conclusion était top, donc du coup on s'arrête là, je pense qu'on a bien profité. Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce temps-là avec nous de réflexion. Merci Romain, Béa, Olivier, c'était très très intéressant. Et je vous donne rendez-vous dans 10 minutes pour dans 5 minutes, pardon, pour l'avant-dernière table ronde.